Bienvenue à tous, bienvenue sur le plateau d'El Janoubia TV, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien. Toujours un immense plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va parler mode. Et pour parler mode, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Magloire. Bonjour, bonjour, ravi de vous voir, ravi d'être là, merci. Bienvenue chez nous. Alors, Magloire, je vous le disais en off, moi je vous ai connu sur le petit écran à la télévision française dans une émission de divertissement qui s'appelait Morning Live, voilà. Tous les matins sur M6 pendant 9 ans. Absolument, c'était il y a quelques années. Oui. Mais vous êtes présent dans le monde de la mode, hein, nous allons parler mode aujourd'hui, bien avant, et encore et toujours présent dans ce monde-là qui est en fait le monde qui vous sied le plus. C'est-à-dire qu'après avoir fait du droit, effectivement, je me suis lancé dans la mode en tant que relation presse et relations publiques. J'ai eu de très bons professeurs pour ça. Et surtout, j'ai eu la chance de travailler avec des gens formidables. Mais qu'est-ce qui vous y a conduit d'abord ? J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé la mode. Moi, je rêvais dans ma chambre, quand j'étais petit garçon, j'avais des photos de Sonia Rykiel, de Dominique Morlotti, qui est un immense créateur, qui a travaillé pour Dior, pour l'homme et pour l'Envin, qui a fait de très très belles choses, pour Lolita Olympica. Et j'ai eu cette chance-là, c'est de pouvoir travailler après, par la suite, avec eux. Donc c'est un bonheur. Parce que vous venez de dire que vous êtes passé donc du droit, qui était quelque chose de très rigoureux, oui. Mais ça donne une structure. Oui. Parce que moi, je suis un peu un chien fou et il était temps que j'ai ce qu'il faut pour réussir, c'est-à-dire une structure. Vous savez, quand vous faites une analyse d'arrêt, vous avez des choses comme ça par lesquelles vous devez forcément passer. Et quand on vous dit dans la famille qu'on veut faire de la mode, avant de faire de la mode, on m'a expliqué qu'on allait me donner une structure de pensée, une façon de penser. Et ça, les enfants, les adolescents et les jeunes adultes, quand ils ont la chance d'avoir des parents qui peuvent leur payer des études, ne se rendent pas compte à quel point ils ont justement beaucoup de chance, parce que tout d'un coup, savoir comment on doit réfléchir, analyser, construire pour avancer. Donc ça vous aide encore, cette structure juriste que vous avez eue. Évidemment, évidemment. Et puis, ces quelques années qui se sont déroulées, on a l'impression que le monde de la mode a évolué d'une vitesse telle que jamais auparavant. Oui. Qu'est-ce qui a, à votre avis, d'abord, de quelle façon, et qu'est-ce qui, à votre avis, a été un petit peu le moteur ? On va refaire l'histoire en quelques phrases. La première fois qu'on a fait du prêt-à-porter, c'est-à-dire que l'on a décidé de faire une série de vêtements pour le vendre, c'était en 1880, autour de 1880, c'est Worth aux États-Unis. Avant, c'était la petite couturière de quartier qui faisait les vêtements pour madame, pour monsieur et pour les enfants. Sur commande. Sur commande. Et donc, ceux seulement qui avaient beaucoup d'argent pouvaient se permettre ça, sinon les autres étaient en guenilles, c'est tout. Et puis, après la Première Guerre mondiale, il y a eu, on a donc, après, le prêt-à-porter est devenu des États-Unis, donc, et après la Deuxième Guerre mondiale, ça s'est accéléré parce que des enseignes ont existé, mais c'était toujours des enseignes finalement assez coûteuses. Donc, les petites couturières de quartier disparaissant, que ce soit en Occident, en Afrique, enfin disparaissant, en Afrique, heureusement, on les a conservées, surtout en Occident, eh bien, les enseignes ont peu à peu remplacé la petite couturière de quartier, et puis c'est accéléré, ça s'est vraiment accéléré à la fin des années 80, quand le prêt-à-porter s'est généralisé, que le prêt-à-porter est devenu la ligne de mire, la référence de la mode, que la mode ait enfin existé avec tous les magazines qui ont relayé cette mode, le Elle, le Vogue, etc. C'est donc très récent. C'est très récent, absolument, c'est très récent. Eh bien, le prêt-à-porter s'est organisé et puis les grandes enseignes sont arrivées, les H&M, enfin toutes ces enseignes-là sont arrivées et font qu'aujourd'hui, la rue peut s'habiller pour pas cher et à la mode. Et ce qui fait que ça a donné une culture de mode à la rue. C'est-à-dire que dans la rue, dans les années 70, il n'y avait pas de culture de mode. On mettait les vieux sous-puits, les machins. On mettait ce que l'on trouvait, ce que l'on pouvait avoir. Ce que le plan d'État avait décidé, ou quasiment, j'exagère un peu, mais quasiment pas. Et aujourd'hui, eh bien, ces grandes enseignes copiant les créateurs de mode, eh bien, la rue, le monde entier... Ça devient plus accessible. C'est exactement ce qu'il porte. Et surtout, c'est ce qu'il veut. Et il choisit. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi pour résultat une espèce de totalitarisme du style à adopter, à avoir, pour ne pas être mis de côté un petit peu? C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on doit être pour intégrer le groupe. Alors je sais ce que vous voulez dire, je trouve votre question tout à fait excellente et fort juste. Le fait est que cette mode
ce diktat existe-t-il vraiment? J'ai envie de dire oui et non. Parce que les créateurs de mode, ils sont un petit groupe à New York, à Milan, à Londres un petit peu, mais surtout à Paris, effectivement décident d'une certaine ligne de conduite dans le style. Sauf qu'ils sont copiés effectivement par les grandes enseignes du monde, que l'on retrouve autour du monde. Mais sauf que la rue, aujourd'hui, elle décide aussi beaucoup. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle aime, elle est influencée par la musique, les chanteurs, par les sportifs, par les people, les stars, etc., par les influenceurs qui, dans le huis clos de leur salle de bain ou de leur petite chambre, avec leur ordinateur et le webcam, influencent les gens qui veulent s'organiser. Mais aujourd'hui, avec un ordinateur avec très peu de moyens, on peut être une vraie fashionista. Alors, est-ce que c'est le meilleur goût? On n'en sait rien. C'est le goût des gens. Et pour moi, je préfère qu'il y ait trop de goût et des goûts même parfois un peu limites qu'absence de goût. Voilà. Donc, je trouve ça formidable. Alors, est-ce que c'est un diktat? Non, parce que je crois que chacun peut faire ce qu'il veut. On peut mélanger aujourd'hui toutes les matières, les tissus et pourquoi pas aussi ces vêtements traditionnels, ce qui est fort beau. Ça veut dire que, si je reprends vos mots, hein, le fait qu'Internet soit intervenu un petit peu dans ce monde-là, fait que maintenant, même ces grands stylistes qui ont pignon sur rue, que vous avez cités, se retrouvent à devoir un petit peu se retrouver être confrontés au choix du public, bien sûr, et le choix du public n'est pas forcément le leur, donc ils sont aussi un petit peu dépendants maintenant, secoués, un petit peu piqués par la rue. Mais je trouve que c'est formidable. Et vous qui défendez le vivre ensemble, le vivre ensemble des communautés, et c'est pour ça que votre émission est fort belle et je vous remercie de la faire, eh bien moi je dis que la mode est peut-être aussi un pont qui va permettre ce vivre ensemble. Alors, c'était ma question, je vous en prie. Alors, comment Aujourd'hui, alors on a des modèles économiques très différents. Si on parle par exemple spécifiquement de la France, par exemple, et d'un pays comme le Togo que je connais bien, j'en suis originaire, eh bien vous avez au Togo des tas de petits couturiers de quartier qui, dans l'ombre de leur tout petit salon, de leur petit atelier, font des vêtements. Mais ces vêtements-là, ces tissus, ces matières qu'ils savent travailler, on en a envie. On en a envie de l'autre côté de la Méditerranée. On en a envie à Paris, à Toulouse, à Marseille. Avec les nouvelles technologies, aujourd'hui, on peut se faire faire une robe, on peut se faire faire un vêtement, on peut se faire faire un boubou à Lomé et le recevoir tout bientôt à Paris. C'est-à-dire, je contacte quelqu'un à Lomé, moi, simple... Il n'y a pas que Amazon et les grandes enseignes. C'est terminé, ça. C'est pas terminé. Enfin, ça change. Ça évolue. Ça évolue. Et je peux vous dire que même en Occident, ce modèle économique de ces petits créateurs, de ces petites unités de création vont arriver. Ça, c'est, je pense, quelque chose qui sera là dans les 10 ou 15 ou 20 ans. Il y a de plus en plus de jeunes qui veulent faire du stylisme. Il est de plus en plus difficile d'arriver et d'accéder aux grandes places des grandes maisons. Mais il est de plus en plus possible de créer sa petite unité de création et de pouvoir être diffusé dans le monde entier. On peut en vivre alors de ça? Est-ce qu'on peut en vivre? Aujourd'hui, ça doit être extrêmement difficile. Je pense que demain, ce sera possible. Et on le voit pour la mode, pour le style, pour la décoration, des petites unités. Vous voyez une petite unité de production de bois, de petits objets en bois qui travaillent à Aurillac. Ils en vivent et ils sont vendus grâce à de nouvelles technologies dans le monde entier. D'accord. Alors, je reviens tout de même sur ma question liée au totalitarisme. On a quand même, Magloire, vécu un certain nombre d'années avec pour modèle, je parle ici des mannequins par exemple, hein, c'est pas étranger à la mode, des mannequins qui sont blanches, fines, hautes de taille, longues, et puis c'est tout. Et si on n'appartient pas, si on n'a pas ce critère-là, eh ben, on n'entre pas dans le cercle de la mode. Est-ce que ça a changé? Alors là, vous parlez de la visibilité de nos communautés. Et des communautés visibles sur les podiums, je dirais, si je peux m'exprimer ainsi. Absolument. Il est vrai, et c'est toujours vrai, que l'on souffre beaucoup de ce diktat ce que j'appelle moi les porte-manteaux, et je le dis en m'auto-flagellant parce que pour travailler depuis des années dans la mode, évidemment lorsqu'on me demande de faire un casting, on me demande souvent des jeunes femmes claires, etc., mais pas que, et pas que, et de moins en moins. Il faut savoir que dans les années 60, on avait des précurseurs comme Paco Rabanne, il faut rendre hommage, ou comme Yves Saint Laurent, qui ont spécifiquement voulu que des femmes noires apparaissent, et ils en ont utilisé beaucoup, ils ont fait travailler beaucoup de ces mannequins-là, et on salue Katusha par exemple, qui a disparu trop tôt.
C'est une volonté. C'est une volonté un jour de dire que la rue n'est pas qu'une seule couleur, que la rue est différentes couleurs et qu'elle est diverse et que les clientes apparaissent sous des visages très différents. C'est une volonté des créateurs, il faut qu'elle existe. Elle n'existe peut-être pas suffisamment chez quelques grandes enseignes. Peut-être qu'on aimerait voir plus de couleurs chez Chanel, encore que je pense que Karl Lagerfeld fait... non, le dernier défilé, c'était toutes les couleurs. C'est une volonté, vous savez, beaucoup de clientes de la haute couture, là je parle spécifiquement de la haute couture, sont dans le Golfe, elles sont en Turquie, les clientes turques sont très importantes, mais elles sont américaines, et les américaines ne sont, on le sait bien, pas toutes blanches et blondes. Donc, les maisons de haute couture sont aussi obligées de s'adapter aux couleurs de leurs fameuses clientes, bien sûr. Donc ça déjà, c'est une bonne chose. Que ces clientes, que ces femmes richissimes, elles sont entre 200 et 800 dans le monde, mais qu'elles soient de toutes les couleurs, je m'en félicite. Je m'en félicite parce qu'elles dictent aussi cette diversité-là dans la mode. Et ça marche ? Oui, bien sûr que ça marche. Oui, bien sûr que ça marche. Mais ça marchera jamais suffisamment. Et on a encore beaucoup d'efforts. Et puis de toute façon, quand on parle de couleurs, il ne faut pas parler que de couleurs non plus. Alors justement, il faut parler aussi de forme. Exactement. Parce que alors il y a la couleur, d'accord. Il y a le cheveu, il y a tout ce qu'on veut, donc il y a la question ethnique, très bien. Mais il y a aussi la forme, la taille. Et il y a la taille. Bien sûr. C'est-à-dire que est-ce qu'une femme aujourd'hui doit ressembler à ça pour être dite belle? Quand vous dites ça, on pourrait l'illustrer, on pense donc à ces femmes longilignes, squelettiques, que j'appelle donc les fameux porte-manteaux. Non, moi je suis toujours étonné lorsque je vois ces femmes, notamment africaines, avec qui sont rondes, plus que rondes parfois, et qui sont d'une élégance folle, d'une élégance étonnante, avec leur rondeur, justement par ces rondeurs, parce qu'elles savent les couvrir ou les laisser deviner. Bien sûr que non, mais c'est une culture aussi qui fait que, effectivement, quand Coco Chanel disait une femme doit être comme ça, un petit peu mince, parce que c'est une femme avec une ligne, etc. C'est vrai aussi que pour certains vêtements, il est plus facile, c'est plus harmonieux. Mais dans la vie de tous les jours, l'harmonie se brise et elle reconstruit une autre harmonie, celle de la beauté pourquoi pas calipiche, pourquoi pas la beauté ronde. Peut-être plus petite, hein, pas besoin de faire du 1m75. Je crois que petit à petit, on vient... les arrivées de mannequins, il y a déjà une dizaine ou vingtaine d'années, comme Kate Moss, qui est un petit gabarit. Les arrivées de Alec, qui était un mannequin très noir, très foncé. Cette fille brésilienne, je crois qu'elle est brésilienne, qui a la peau tachée, etc. Toutes ces filles-là... Ces stars dans les séries télévisées qui font du bien. Voilà. Et apprennent à vivre avec d'autres couleurs que la sienne. Alors, je reste encore un petit peu sur ma question du totalitarisme. C'est vrai que quand on a un peu la chance de voyager, on s'aperçoit assez rapidement que les aéroports se ressemblent tous, et que parfois quand on aime vraiment l'humanité dans sa diversité, ça peine un peu, ça fait un peu de la peine parce qu'on a vraiment envie de rencontrer les Péruviens tels qu'ils sont, de rencontrer les Islandais tels qu'ils sont, etc., etc. Et on a l'impression que la mondialisation, ça c'est un des effets pervers de la mondialisation. Il n'y a pas que des effets pervers dans la mondialisation, loin s'en faut, mais... Est-ce que finalement, bien qu'elle soit d'ethnies différentes, de coutumes, tout ce qu'on voudra, est-ce que la mondialisation aussi, et la mondialisation dans la mode, la mode dans la mondialisation, c'est pas finalement aussi vouloir à tout prix ressembler à ce qui se fait à New York, à Paris ou à Milan? C'est vrai que la mode, quand on prend la mode dans les grandes lignes, il faut creuser un petit peu les choses. Bon, quand vous arrivez dans un si aéroport, je vous dis par exemple, est-ce que pour qu'on puisse dire d'une femme tunisienne, tiens, alors par exemple, Miss Tunisie devra ressembler à ces critères-là qu'on demandera à Milan, à Paris ou à New York? Miss Tunisie devra ressembler d'abord à la Miss Tunisie que les Tunisiens auront eu envie d'élire. Miss Tunisie, elle doit ressembler au peuple tunisien. Miss Tunisie, c'est celle que les Tunisiens auront voulu. Et ce sera donc la plus belle des Tunisiennes. Première chose. Très bien. Et je la salue déjà. Donc voilà. Et Miss Tunisie, quoi qu'il arrive, vous le verrez, sera
certainement, bien sûr, porter haut les couleurs de la Tunisie, quel que soit le choix des Tunisiens sur Miss Tunisie. Et vous le verrez, moi je le vois quand on voit toutes ces fameuses Miss Univers qui sont un petit peu trop formatées, on sent bien que tout ça n'est pas très sérieux, n'est pas très vrai, et que ça manque justement de spécificité, ça manque d'originalité, parce que nos originalités peuvent tous nous lier. Être différent, ce n'est pas, c'est pouvoir justement apporter sa différence comme une richesse. Échanger. Comme une richesse. Voilà. Donc c'est vrai que la mode parfois elle est un petit peu commune partout, elle est un peu la même partout, qu'on peut avoir peur de ce dictat, mais moi je le disais notamment pour ces femmes péruviennes qui portent leurs jupes un peu courtes avec des couleurs partout, leurs petits chapeaux ronds, etc. Je suis ravi aussi qu'elles portent des baskets de telle ou telle marque, que moi je peux aussi porter, parce que elles se sentent tout simplement mieux dans ces baskets, vous voyez ce que je veux dire, et que c'est justement, c'est plus pratique. C'est vrai que bon voilà, la mode c'est aussi, l'avancée de la mode c'est aussi se faciliter la vie, et tout le monde a droit à avoir une vie plus facile. Bien sûr, bien évidemment. Et donc effectivement, on retrouve des choses un petit peu partout, mais qui sont juste pour des questions de confort. Mais si vous regardez bien, on a tous envie,